Henri de Monterland, vous n'aviez pas publié de roman depuis près de 25 ans. Aujourd'hui, vous venez d'en écrire un, Le chaos et la nuit, et j'aimerais savoir pourquoi ces 25 ans consacrés au théâtre. Ce sont ces sortes de questions auxquelles il est difficile de répondre, car il n'y a pas en réalité de réponse raisonnable et intéressante. J'ai eu l'intention, j'ai eu le désir, la conception de ce livre en 1952. Depuis, chaque fois, il s'est passé un événement qui a fait que j'ai voulu faire autre chose. Et il n'y a en réalité pas de raison intéressante, il n'y a que des raisons fortuites qui ont fait que, d'année en année, ce roman a toujours été repoussé. Il y a une chose qui serait intéressante, c'est de savoir quels sont les différents problèmes de construction qui se posent à vous selon qu'il s'agit de roman ou de théâtre. Je trouve que le théâtre, que d'ailleurs j'aime mieux écrire une pièce de théâtre, le théâtre permet, si on veut, une certaine expression des réalités profondes de l'âme, aussi forte que celle du roman. La seule différence à mes yeux est qu'au théâtre, le public ne peut pas suivre un exposé psychologique, une situation psychologique très grande, très profonde, parce que ça va trop vite, pour une raison aussi simple que cela. Il m'est arrivé à certaines pièces, par exemple une pièce comme Les Justes d'Albert Camus, je ne suivais pas, et d'autres gens m'ont dit aussi dans des pièces profondes, comme ça, où il y a à réfléchir, nous ne suivons pas. Il reste donc alors à prendre le volume. Et nous avons aujourd'hui encore une œuvre espagnole, si je puis dire. C'est d'ailleurs la dernière de tout moi dans mes projets, je n'en ai pas d'autres. Ma première idée, n'est-ce pas, le germe de tout ce roman, c'était simplement, c'est l'idée qui m'est venue en 1952, était simplement de montrer que dans la course de taureau, le taureau représente l'homme, le taureau assume toute la passion de l'homme, qui est d'abord généreux, enthousiaste, ensuite un petit peu arrêté, et ensuite, à la fin de sa vie, persécuté, trahi, et de plus en plus faible, et souvent de plus en plus méchant à mesure qu'il devient plus faible. Il y avait donc là une idée qui ne se rapportait qu'à la course de taureau, c'est-à-dire qui était une idée, au fond, assez, je ne dis pas anecdotique, mais enfin assez petite. Il s'agissait après tout que d'une interprétation de la course de taureau. Et j'avais l'intention d'en faire une nouvelle d'une quarantaine de pages. Et c'est à mesure que j'écrivais cette nouvelle que ça finit par devenir un roman de 285 pages, dans lequel il y a beaucoup de sujets. Il y a le sujet de l'exil, puisqu'il s'agit d'un Espagnol républicain qui est réfugié en France. Il y a le sujet de l'exil, il y a le sujet de l'incompréhension entre un père et sa fille, puisque mon héros, Celestino Marcilla, a des idées de gauche extrêmement obsédantes, alors que sa fille n'a aucune idée politique et que finalement elle se révèle comme ayant des idées de droite. Il y a le sujet du vieillissement, il y a le sujet aussi de la peur, puisque mon héros est un réfugié et qu'à partir d'un certain moment, ayant le pouvoir pour recueillir un héritage de sa sœur, morte en Espagne, ayant le pouvoir d'envoyer quelqu'un infonder le pouvoir, c'est-à-dire de rester très tranquille à Paris, il choisit volontairement d'aller en Espagne, c'est-à-dire de se mettre dans la gueule du loup et de risquer sa vie. Donc mon personnage, comme je viens de vous le dire, part pour l'Espagne. Faut-il vous dire ce qui lui arrive en Espagne? Je ne sais pas si c'est dans les règles du jeu de vous... Mais nous le souhaitons, nous le souhaitons. Bon, et ben il arrive en Espagne, n'est-ce pas? Et d'abord il a, premièrement, cette chose que j'ai vue chez beaucoup d'exilés, c'est-à-dire qu'il espérait trouver une sorte de concentration dans laquelle, je vous rappelle que c'est un républicain farouche, n'est-ce pas, anarchiste. Il espérait trouver un pays où tout le monde serait désolé avec des figures longues comme ça, n'est-ce pas? Et il trouve un pays qui est normal, les gens rient, les gens sont jeunes et tout ça. Et il en a une première déception très grande. C'est un homme de progrès, puisque c'est un homme de gauche. En même temps, lorsqu'il voit des skyscrapers, lorsqu'il voit des bars américains et tout ça, au fond, ça lui plaît pas tant que ça, n'est-ce pas? Et il a en réalité une déception lorsqu'il arrive en Espagne, et surtout une sorte de sécheresse, n'est-ce pas? Il est là, dans ce pays qu'il a quitté depuis 20 ans, qui est sa patrie, pour laquelle il s'est battu
pour l'avenir de l'Espagne, pendant 31 mois, d'une façon intrépide. Il s'est engagé dans les milices. Et il ne ressent rien. Il est complètement desséché. Il passe sa journée dans un café pour faire passer le temps, parce qu'il s'agit pendant tout ce temps-là de rester quelques jours pour toucher la succession de la sœur. Il passe en réalité ses journées dans un café à lire un vieux livre désuet, ne voulant même pas sortir, ne voulant même pas voir des Espagnols. Rien. Il va à une course de taureau, bien entendu, et alors il aborde cette course de taureau avec l'aigreur, avec d'une part l'aigreur d'un homme vieux devant des toreros qui sont jeunes, ensuite une espèce de malignité de vieux qui existe souvent, malheureusement, une espèce de méchanceté, et surtout avec, en transposant, si vous voulez, pour la course de taureau, ce qui a été toute sa vie, tout de même le fond de sa vie, et qui est le fond des passions partisanes, c'est-à-dire un parti pris absolument arrêté que tout sera mal. Les guerres civiles et les époques de guerre civile sont des passions, sont des époques où l'on décide que tout ceci est comme cela, que tout cela est comme ça, il n'y a rien à faire, c'est décidé comme ça. Il décide que la course de taureau, c'est très mal, que c'est ridicule, que c'est odieux et que c'est grotesque. Et alors, je décris assez longuement une course de taureau vue par les yeux de ce Celestino, dans laquelle, après avoir il y a 1926, ça fait 27 ans j'imagine, décrit une course de taureau d'une façon très lyrique et très enthousiaste dans les vestiaires, je décris une course de taureau bouffonne, loufoque et odieuse, qui est celle qui est vue par les yeux de ce personnage. Il y arrive, comme dans toutes les courses de taureaux, qu'il y a un taureau qui soit tué lamentablement avec 4 coups d'épée, que tout ça devient complètement grotesque. Tout ça se passe d'ailleurs sous la neige. C'est la première corrida de la saison, et c'est dans la Sierra de Guadarrama, qui est un endroit glacial. C'est donc une course glaciale avec des gens comme ça, sous la neige, n'est-ce pas, ce qui est déjà assez nouveau dans la tauromachie. Et au bout du 3e taureau, il n'en peut plus et il s'en va. Le 3e taureau qui a été tué par 4 coups d'épée, très difficilement. Il revient à Madrid, et alors se passe là sa mort, qui est traitée très longuement, puisqu'elle occupe 15 pages, et que quelquefois on n'a pas toujours bien comprise. Peut-être est-ce de ma faute. On a dit, mais est-ce qu'il est assassiné? Est-ce que c'est un assassinat politique? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que tout ce roman s'est passé dans une sorte d'atmosphère irréelle, parce que j'ai peut-être omis de vous dire que ce personnage est un peu halluciné. Vous comprenez, il vit dans ses souvenirs de guerre civile. Quand il voit le feu d'un feu de cheminée, il dit c'est une bombe d'avion italien. Quand il voit que la fenêtre chez lui, la nuit est ouverte sur la nuit, il dit il faut la fermer parce qu'il pourrait y avoir un bazooka. Il vit dans une espèce d'atmosphère tragique rétrospective. Donc il vit dans une espèce de déformation continuelle de la réalité. Et il a déformé complètement la corrida, et en arrivant en vue de sa mort, je décris très longuement sa mort, et il meurt. De quoi meurt-il? Il meurt en réalité des 4 coups d'épée qui ont été donnés si mal, si odieusement à ce taureau, et il représente alors la première idée du livre, qui est l'homme vivant, le taureau vivant la destinée de l'homme, et en somme, c'était lui qui a été le taureau. Il a été tué en réalité par les 4 coups d'épée, et c'est lui qui a joué toute cette course dans laquelle le taureau a été persécuté, ne comprenait jamais rien à rien, se jetait toujours dans les leurres qu'on lui offrait, et était en somme toujours mené par l'homme, contrairement à ce que l'on croit d'ordinaire, car selon moi, le taureau, l'homme a beaucoup plus de haine pour le taureau que le taureau n'a de haine pour l'homme. Donc, il meurt, tué par ces 4 coups d'épée, après une longue agonie dans laquelle j'ai essayé de reconstituer les sentiments d'un homme qui meurt, en les plaçant dans le cadre de cette vie politique, dans lequel à ce moment tout se brouille et tout se confond pour lui, dans lequel les 2 partis lui semblent égaux, et dans lequel, dans une sorte d'hallucination finale, il voit le portrait de Franco, qu'il hait bien entendu, petit à petit changer de forme et se métamorphoser dans le portrait de Staline. Et il voit, selon lui, selon la vision d'un moribond, que Franco et Staline
tout cela, c'est la même chose. Il meurt sur ce sentiment d'indifférence complète, de désenchantement complet de sa vie, et se disant, cette phrase qui est assez sinistre, avec l'indifférence, je ne suis pas vaincu. On a toujours voulu, c'est votre destin, à toute force que vous ressembliez à vos héros. Et il se trouve que vous avez justement le même âge que Celestino. Que faut-il en penser? Peut-être, si j'ai donné le même âge à Celestino, y avait-il une pointe de provocation dans la chose. Mais en réalité, j'ai expliqué maintes fois, surtout depuis les jeunes filles, c'est-à-dire surtout depuis 1936, où déjà à ce moment-là, ce refrain était venu, j'ai expliqué vraiment à satiété que un créateur de fiction romanesque met dans le principal de ses héros, non pas dans les comparses, dans le principal de ses héros, met une partie de lui et met ensuite à côté une partie qui non seulement n'est pas de lui, mais qui même est le contraire de lui. N'est-ce pas? J'expliquais ça très longtemps, où on ne le comprend pas, où on ne veut pas comprendre. Quoi qu'il en soit, on a cessé dans mon théâtre. Je suis le maître de Santiago, je suis la sœur Angélique de Saint-Jean, je suis Malatesta, je suis Costas, je suis tout le monde, et je suis peut-être, dans une certaine mesure, en effet tout le monde. Il y a un mot d'Unamuno, qui est un mot, Miguel de Unamuno, qui est un mot intéressant. Il dit, les créatures sont toujours leurs créateurs. Il faut le rajouter dans une certaine partie. Donc il y a une certaine partie de moi dans Celestino, une autre partie qui n'est pas de moi, et une autre partie qui est violemment opposée à ce que je suis, à ce que j'ai fait et à ce que je sens. Car de toutes les idées de Celestino, ô combien explosives pour la plupart, il faut donc bien avertir le futur lecteur qu'elles ne sont pas toutes d'Henri de Monterland. J'aurais pu aussi bien écrire le livre, et avec la même facilité, le livre d'un extrémiste de droite. Mais il y a tout de même une chose qui est de vous, qui est profondément de vous-même, c'est cette peur qu'il a. Car on la retrouve dans d'autres de vos livres, et notamment dans vos carnets, où le héros est Monterland. On retrouve aussi le courage. Vous comprenez, je me permets de vous rappeler que, par exemple, Malatesta a une vie sans cesse extrêmement exposée. C'est un homme courageux. On la retrouve dans la sœur Agnès, qui est la seule à ne pas avoir peur. La sœur Agnès, oui, je me trompe pas, la sœur Agnès, la vieille sœur de Port-Royal, est la seule à être complètement sereine et tranquille quand tout le couvent est affolé. Et on la retrouve également, ce courage, dans Don Juan, qui, au moment où il a toute la police du monde à ses trousses pour l'assassinat du commandeur, ne s'occupe absolument qu'à courir après des petites jeunes filles, et ne fait pas le moindre acte ni pour fuir, ni pour se protéger. Le sentiment de la peur est un sentiment extrêmement intéressant. Je l'ai ressenti à la guerre, je l'ai ressenti quand j'ai participé moi-même à une petite course de taureaux autrefois, mais j'ai aussi dépeint le sentiment du courage. Maintenant, si on trouve, s'il est réel que j'ai plus souvent exprimé le sentiment de la peur, c'est que le sentiment de la peur est un sentiment infiniment plus tragique que celui du courage. Or, je suis ce qu'on appelait autrefois un poète tragique. Je suis un homme qui cherche le tragique. Quand j'ai fait à la mort de Celestino la sorte de mort que je lui ai donnée, j'ai cherché la mort la plus tragique, c'est-à-dire la mort du personnage qui ne croit plus à ce qui a fait le sens de sa vie. Donc, je vais au tragique, peut-être tant par tempérament, comme artiste, si vous voulez. Mes pièces sont toutes des pièces tragiques, n'est-ce pas? Même lorsque le comique s'y mêle, car enfin, il y a du comique dans le Chaos et la Nuit, mais il y en a aussi dans Brocéliande, il y en a aussi dans Les Jeunes Filles, qui sont pas tragiques, il y en a aussi dans Don Juan, mais il y a toujours une note tragique qui est dans mon tempérament et qui est aussi un choix d'artiste. Il y a un moment, à propos de l'âge de Celestino et de votre âge, vous disiez j'y ai mis quelques provocations. Et le livre provoquera le lecteur. Il est certain qu'il fera beaucoup de bruit. Et quoi que vous vouliez, on dira Monterland pense ceci, Monterland pense cela, bien que ce soit exprimé par Celestino. Ça, on a toujours dit ça. Alors, je continue à vivre et ça ne m'a pas... Ça ne me touche pas énormément. On dira ce qu'on voudra. C'est votre premier roman où la politique joue un rôle de tout premier plan. Pourquoi? Vous l'avez voulu, c'est une préoccupation de maintenant ou c'est le hasard du sujet? Je l'ai expliqué dans la préface, n'est-ce pas? J'ai dit que pour mon premier sujet, pour le sujet qui devait être celui de la nouvelle, il me fallait un homme qui fût persécuté
qui arriva à la fin de sa vie diminué, bafoué, persécuté, et en même temps ne comprenant pas, se rendant compte qu'il n'a jamais bien compris la situation. Très bien compris la situation. Il me fallait ça pour faire mon taureau. Alors, pour faire mon taureau, l'instant où j'avais à mettre une course de taureau dans le roman, où je pouvais mettre un Français s'intéressant aux courses de taureau, ce qui était assez bizarre, mettre un Espagnol de droite, il fallait chercher une affabulation dans laquelle l'Espagnol de droite aurait été un homme persécuté et arrivant en vaincu à la fin de sa vie. En prenant un Espagnol de gauche, je peux dire que la chose était toute faite. C'est la seule raison pour laquelle je me suis trouvé faire de mon héros un personnage d'extrême gauche et, conséquemment, étudier une chose que je ne connaissais pas plus, mon Dieu, que je ne connais beaucoup de choses, qu'on ne connaît que par moitié, c'est-à-dire la guerre civile espagnole, que je ne connaissais pas énormément avant, que j'ai étudié, j'ai fait parler des gens, et puis enfin lui faire exprimer des sentiments de gauche, car enfin, faire en 300 pages le portrait d'un anarchiste, surtout d'un anarchiste espagnol, ça implique évidemment qu'on lui fasse parler le langage et qu'on lui donne les sentiments d'un anarchiste espagnol. Or, il se trouve que je connais fort bien ces sentiments. Et je puis vous assurer que ce roman a été lu par des Espagnols de droite et par des Espagnols de gauche, et qu'il a reçu, je ne dis pas l'adhésion idéologique, mais que tous m'ont dit, ben ça y est, n'est-ce pas, vous comprenez, je vais vous citer une phrase de M. Martí Bas, qui est un Catalan, qui a été réfugié, qui s'est battu dans les milices, qui est réfugié en France depuis 20 ans, qui est nullement le héros de mon roman, ça n'a aucun rapport, mais qui a écrit dans un hebdomadaire parisien sur les 250 000 Espagnols qui ont passé la frontière à la défaite en 1939, il y en avait au moins 30 ou 40 000 qui auraient pu être votre héros. Il a dit ça à l'intervieweur du journal Art. Eh bien, je trouve que c'est un des témoignages les plus intéressants sur ce roman. Et nous le prenons comme tel. Et j'aimerais vous poser maintenant une dernière question hors du livre. Vous avez dit dernièrement, la condition de monstre sacré devient de plus en plus désagréable avec les ans qui passent. Pourquoi ? Laissons les questions du monstre sacré, qui était une plaisanterie. La condition d'un écrivain comme moi, avec l'âge, c'est-à-dire avec la vie qui se raccourcit de plus en plus devant lui, pose un problème qui, je crois, je n'ai jamais vu évoqué, n'est-ce pas, mais qui pour moi est un problème tout à fait alors pénible, extrêmement pénible, et vraiment de toutes les journées, qui est d'une part d'être poussé par une force de création grande, qui fait que je voudrais écrire des romans, j'ai des sujets de romans, j'ai des sujets de pièces, j'ai des sujets de livres d'essais, et en même temps le fait qu'on voudrait aussi ou bien relire des livres, des chefs-d'œuvre, ou des demi-chefs-d'œuvre de la littérature d'autrefois que l'on a oubliés, ou bien d'autres œuvres, généralement aussi de la littérature d'autrefois, que l'on n'a pas lues, de sorte que, comme je l'ai dit, je ne sais où, que le fait que les pommes de votre pommier vous cachent la forêt entière a quelque chose d'assez ridicule, et en même temps, il y a une sorte de poussée créatrice qui fait que, au moment de se mettre, si vous voulez, à lire, mais disons Schopenhauer, dont je vous avoue que j'ai peu lu, au moment de se mettre à relire Schopenhauer, ou à relire Nietzsche, que j'ai lu il y a très longtemps, on se dit, mais je voudrais écrire un livre, et finalement, quand on a cette force créatrice, on écrit le livre, et puis Nietzsche reste en arrière. Et alors, on arrivera sur son lit de mort avec une grande partie de ce qu'ont créé les autres, qui vous aura été supprimé, si je puis dire, simplement du fait que vous aviez une création propre. C'est un sentiment qui n'est pas agréable. Et je dois ajouter, pour finir, que si Dieu, comme il fait dans un personnage de la Bible, je ne sais plus quel personnage de la Bible, qui est très ennuyé de mourir, et Dieu lui accorde encore 15 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, un personnage de la Bible, Dieu, alors, a pitié de lui, il lui donne encore 15 ans d'existence. Eh bien, s'il nous était donné encore, s'il m'était donné encore, mettons, 15 ans d'existence, le problème resterait exactement le même, car j'aurais toujours envie d'écrire des livres, passion d'écrire des livres, et j'aurais toujours le regret de me dire, mais il y a telle et telle chose, ou que je n'ai du passé, parce que le présent ne m'intéresse pas beaucoup, pas les livres du présent ne m'intéressent guère, du passé, ou bien des livres que je n'ai pas lus, ou bien des livres que j'ai lus, j'ai complètement oublié. Il y a là un dilemme que je n'ai jamais vu exprimé chez personne, et qui chez moi est une chose absolument cruciale, et une chose de tous les jours, et un problème qui se pose
je pourrais presque dire, à toutes les heures, c'est-à-dire le choix de ce que doit faire un homme qui n'a pas de longues années à vivre devant lui.